kuyentola mbanda kuyentola uni kuyentola ma Alfred Diban fomba yoko di Alfred yogo ndawo sinsobembiru Alfred ndawo sinsobembiru Alfred ndawo sinsobembiru Alfred Diban ndawo sinsobembiru di Alfred yogo ndawo sinsobembiru. Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous continuons avec les présentations des différents panels. Panel numéro 3. Le premier communicateur, c'est celui qui est à gauche, est le professeur Patrice Toé. Il est socio-anthropologue, professeur titulaire du département de sociologie et économie rurale. Également responsable du laboratoire d'études rurales sur l'environnement et le développement économique et social de l'Institut du développement rural à l'université Nazi Boni. Merci. À ma droite, donc, c'est l'abbé Pascal Zonon, docteur en histoire de l'Église. Il est prêtre du diocèse de Dédou. Il est aussi professeur au grand séminaire Saint-Pierre-Claver de Koumi. Alors, le premier, donc le professeur Toué, va nous parler de l'esclavage et les conquêtes coloniales en pays sans et mémoire d'esclaves chez Di Alfred Simon Diban. Un grand écrivain africain que j'aime, c'est Peter Abrahams, fameux pour avoir écrit Rouge et le sang des Noirs. Il a aussi écrit un autre livre, Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme libre. Voilà, donc on va parler d'esclavage. Je pense que la liberté après la vie est peut-être le bien le plus précieux que nous avons. Donc nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt le professeur Touré. Et également, l'abbé Pascal va nous parler donc du séjour de Di. On dit que Di veut dire papa. Di, Diban à Ségou et à Balankou, entre providence et liberté. Esclavage, liberté. Vous avez la parole. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga walema, la banyiga walema, la banyiga walema. Merci, monsieur le gouverneur. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas facile de reprendre les gens après un repas copieux. Alors, je vais essayer de tenir les gens éveillés. Bien, donc, il m'a été demandé donc de présenter sur l'esclavage en pays sans, sur la conquête coloniale et les applications, et également sur la vie d'esclaves de Di Alfred Diban. Alors, c'est ce que j'ai formulé, le formuler comme thème, esclavage, conquête coloniale en pays sans et mémoire d'esclaves chez Di Alfred Diban. Alors, donc, le plan, je pense que les gens peuvent aussi sur les slides. Le plan, c'est un plan sommaire que nous allons présenter donc. Dans un premier temps, nous parlerons de l'esclavage interne en paysan, en Afrique et en paysan essentiellement. Nous allons parler de la conquête coloniale et ses implications, et nous évoquerons les mémoires d'esclaves sur Alfred Diban. Alors, comme il faut aller vite, là on a une carte qui présente, si vous voulez, l'Afrique au XVIe siècle. On peut comprendre effectivement que en ce temps-là encore, les empires étaient en place, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à partir d'un certain moment, surtout à la fin de la période précoloniale et au début de l'ère coloniale, l'essentiel des empires africains ont connu des moments très difficiles, surtout des moments de dislocation. Ces dislocations sont dues aux tensions internes qui étaient donc dans ces États à l'époque, et ce qui a entraîné effectivement l'éclatement pas mal, n'est-ce pas, d'empire à l'époque. Je crois que le professeur Magloire a parlé effectivement de l'effondrement, n'est-ce pas, de quelques royaumes, de quelques empires effectivement en Afrique. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour ce qui concerne effectivement notre sous-région, à l'époque,
il y avait déjà des sources effectivement qui mentionnaient pas mal de querelles intestines, de troubles, de tensions à l'intérieur effectivement de, si vous voulez, de quelques États qui étaient voisins déjà au pays sans, notamment effectivement le gouvernement du Yatenga, où on notait déjà, les gens qui notaient déjà des conflits entre le fils de Toukouri et les filles de Salah et Yatenga. Il y a les conflits qui opposaient Nabaogo de Lalé et Nabaogo de Ouadou. Et il y avait également, si vous voulez, Sambou Touré qui, dans les velléités de conquête ou même de résistance, effectivement, l'ont conduit quelque part, n'est-ce pas, notre bataille à l'époque. Alors donc tout ça, tous ces conflits à l'époque, si vous voulez, ces tensions ont constitué effectivement un terreau fertile et ça facilite, si vous voulez, la conquête coloniale. Alors, la question c'est comment le pays a vécu ces moments, hein, et à l'époque, surtout avec ses voisins, quelles en ont été les implications sur le paysan et qu'en est-il, n'est-ce pas, des mémoires qui a effectivement de ces moments-là. Alors, comme démarche, hein, je crois que on n'invente pas, je crois que je suis parti des sources existantes, des sources d'historiens, d'anthropologues, des sources qui existent déjà, et qui donnent effectivement ces éléments. Il y a des récits oraux. J'ai moi-même fait quelques enquêtes de mise en place, n'est-ce pas, de population du pays sans, lorsque je faisais ma thèse. Et j'ai personnellement fait la thèse sur les transformations socio-agraires en paysans, surtout la partie méridionale. Et essentiellement, ce sont ces récits-là qui ont été rassemblés, plus les écrits qui existent. Et vous aurez effectivement quelques crédits photos, hein, que nous avons piqués, n'est-ce pas, sur le net. Mais je signale que ces crédits photos-là ne seront pas du texte, du texte final. Alors, il faut dire que peut-être que Maurice n'a pas eu le temps d'évoquer, il avait commencé à parler effectivement de l'organisation de la société sans, hein, cette société, cette organisation effectivement exemplaire, et qui dominait dans cette région à l'époque. Mais il faut se dire que malgré ce type d'organisation, la localité n'est pas restée, n'est-ce pas, si vous voulez, à l'abri, hein, de quelques vicissitudes, hein, surtout des convoitises, n'est-ce pas, de ses voisins. Il y a eu, en paysan, des tentatives d'invasion, par moment, par certains États, hein, dont les conséquences, effectivement, c'était souvent des razzias, hein, qui concernaient aussi une prise d'esclaves, des pièces économiques, hein, et pour les uns, et même il y a eu aussi des tentatives d'islamisation pour les autres. Alors donc, les récits, hein, nos grands-parents nous racontaient, hein, ces récits que nous avons retenus, qu'à l'époque, pour travailler en paix, il fallait des sentinelles. Hein, il fallait des gens pour garder, pour éviter effectivement que vous soyez pris en esclavage. Donc il y avait des sentinelles. On se rappelle aussi, si vous voulez, des crochettes qu'on mettait au pied des enfants pour éviter effectivement que l'enfant soit pris, n'est-ce pas, en esclavage. Alors donc, l'esclavage, il faut, Maghreb a dit qu'il y avait deux types. Je crois que ce qui nous concerne beaucoup plus effectivement pour le paysan, c'est l'esclavage interne à l'Afrique. Alors, cette forme d'esclavage avait été décrite par les historiens, les anthropologues, comme étant un élément de structure économique effectivement de la société précoloniale. Ça, ces formes d'esclavage existaient, ce qui, d'ailleurs, justifiait, si vous voulez, la prospérité de certains États, certains royaumes, à la fin du XIXe siècle, hein, qui sont signalés au nom du Niger, tels que le Darfour, le Boumou, le Sokoto et le Cameroun. Donc ces États-là étaient vraiment des États prospères, quelque part dû, n'est-ce pas, au système économique. Alors ce type de commerce, qui était, si vous voulez, un commerce établi dans le Soudan, hein, Lucien Marc le décrit ici, je le cite, depuis une époque très lointaine, une double exploitation du bétail vers le sud, d'esclaves vers le nord, s'est régularisée et en quelque sorte industrialisée. C'est ainsi qu'est devenu général l'usage de la pola, que les indigènes de la forêt ont offert aux gens du bétail,
et que le sel des mines sahéliennes s'est répandu dans tout le Soudan, devenant l'effet de retour des caravanes d'esclaves à l'Amérique du Nord. Donc on comprend effectivement que ce commerce qui était établi consistait effectivement à, si vous voulez, à apporter pour les uns du sel et pour les autres à ramener effectivement des esclaves. Alors donc on dit que l'environnement socio-culturel et ethnique sans à l'époque montre bien effectivement que le Sambien n'a pas été effectivement à l'abri de ce type, n'est-ce pas, de commerce. Alors on peut voir également effectivement sur le tableau le pays, les Sambans qui étaient, si vous voulez, bien coincés entre Gouroussi, Moussi, Maka, une carte effectivement gentille, n'est-ce pas, sur le net. On comprend effectivement que ce confinement à l'époque déjà présageait effectivement, n'est-ce pas, d'un environnement socio-culturel, n'est-ce pas, hostile. Alors ça, on peut le reprendre hein, pour chacun de ces groupes, effectivement, les voisins, si vous prenez effectivement l'influence de Ouaga. L'influence de Ouaga, essentiellement, si vous voulez, était dominée par les rapports conflictuels, déterminés par deux rapports sociaux déterminant effectivement la formation sociale de Ouaga. Le premier rapport conflictuel, que la société Ouaga connaissait, c'était le rapport esclavagiste. Ça, cette société, surtout le royaume Yatenga, pratiquait déjà des règles dans les, si vous voulez, dans les zones périphériques du royaume et ramenait des esclaves effectivement au Yatenga et ces esclaves étaient servis comme des esclaves de case ou des esclaves royaux. Donc, cette pratique existait. Le second rapport tributaire effectivement qui poussait le royaume Yatenga à pratiquer cette activité, c'est que les esclaves étaient également canalisés vers l'exploitation, si vous voulez, le domaine agricole des esclaves du roi. Donc, tout ça, ça justifiait effectivement que cette pression, ça justifiait la pression sur toute la zone de contact effectivement que le paysan avait avec le pays Ouaga, notamment comme Goursi, Langoué, toutes ces zones-là, effectivement, sous pression effectivement de la société Ouaga. Nous avons également l'influence Peul. Là également, l'influence Peul, il faut dire que les récits, les écrits montrent effectivement que cela venait essentiellement des peuples de Barani. Hein, d'abord des peuples de Barani et des tout couleurs, des Fondaguiers, hein, selon François Guiltier, et qui venaient de El Hadj Omar, qui venait par Mouta et par Samara Goumba. Alors, selon héritier, ces invasions font suite effectivement à l'écoulement de Bassina, ce que je disais tantôt. Donc, ils vont traverser le pays vers 850, et ensuite, ça va être le tout les phénomènes du Fondaguier qui vont également vendre effectivement sur le marché à Oula, Ouran, d'importants nombres d'esclaves également à l'époque, et naturellement, et il faut dire que ces voisins Peul, l'invention avait aussi un caractère quelque part d'islamisation. Donc il y avait cette volonté effectivement d'islamiser effectivement une zone animiste. Alors donc il faut dire, qu'on l'a dit ce matin, quand on prend le nom de paysans, la présence en paysans aujourd'hui, n'est-ce pas, des Kerkatoni, les Diallo, les Djibo et autres effectivement, respectent, si vous voulez, on va faire ce contact avec eux. Il y a eu effectivement les Makas. Là aussi, c'est un peu différent, mais il y a eu également, surtout les Makas, l'État Maka de Boussé, qui a également influencé effectivement cette zone. Là aussi, il y a eu des pillages, qui sont, effectivement, qui avaient pour finalité aussi l'islamisation de la zone. Et ensuite, nous avons les Mouna, les Lélés, qui étaient aussi des voisins. Il y avait également des contacts, des rapports conflictuels également entre ces groupes-là. Il faut dire que le paysan, à la veille de la contrée coloniale, ne constituait pas une contrée isolée. Donc il y avait effectivement cette dynamique précoloniale qui exposait effectivement le paysan, n'est-ce pas, à des anti-démoisons effectivement de ses voisins. Les sans vont résister, mais il faut dire que ces résistants effectivement ne vont pas durer longtemps puisque quelque part la conquête coloniale effectivement va intervenir. Alors rapidement pour la conquête, l'objectif pour le paysan de conquête
c'était comme les Français avaient aussi de mettre le Soudan en communication avec l'Europe et préparer l'exploitation des richesses. Donc le pays sans effectivement faisait partie de cette zone également dont il était question de coloniser, notamment dans sa partie orientale, dans ce qu'on considère le bassin du Niger. Alors donc c'est par l'ouest qu'on commence à produire effectivement les premières tentatives. Alors donc, quelques images rapidement. Donc vous avez, il y a eu d'abord les premiers coups de boutoir. Vous avez le premier, c'est le docteur Foucault. Il faut bien mettre un visage sur ce monsieur. Donc qui a été le premier effectivement à accorder l'Amphira à Yako. Et le second, c'est Montaigne qui va prendre le même trajet, l'Amphira Yako, mais en collectant des informations notamment pour l'armée française. Alors donc pour dire que tous les États, en 1995, tous les États qui entourent le pays s'en sont tombés. Alors donc naturellement, pour aller le territoire du Niger et le Dahomey, avec le Sahel, il fallait donc conquérir nécessairement le Congo. Et pour cela, la même liste des territoires segmentaires quand le pays s'avérait donc indispensable. On peut comprendre effectivement pourquoi effectivement, le blanc s'est intéressé effectivement à cette partie-là. Alors pour cette conquête, il y a également deux figures qu'il faut mentionner. Il y a eu le 28 avril 1913, et le 28 avril et le 13 août 1995, Dessénal, effectivement, qui a entrepris la conquête du pays centre. Par Ouédia, par Ami, en passant par Yaba. Et ensuite, il y a eu la mission Voulé-Chamois, donc ces deux Voulé-Chamois, effectivement, qui ont pris le relais. Ces deux individus, effectivement, ont fait pas mal de massacres, effectivement, dans sur la politique de conquête. Et il a fallu, malgré ces deux passages-là, le pays a résisté. Et il a fallu effectivement une seconde mission de Dessénal pour venir à la conférence du paysan. On peut imaginer effectivement le moyen lourd qui a été mis à sa disposition pour définitivement, si vous voulez, conquérir le paysan avec l'appui naturellement des États qui étaient déjà conquis et notamment avec l'appui effectivement de Marani. Alors il faut dire que après ça, donc après Bangasso, Senghor Mouba le 26 janvier 1997, Kouare Nyankore le 12 juin 1997, ce fut le tour de Zoumou, Da, Yaba de tomber aux mains de Dessénal. Donc, on comprend effectivement que Da, qui est le village de Dialfred, qui est tombé, je crois que dans les récits que dans sa vie, c'est là mentionné. Les implications, rapidement, les implications, c'est beaucoup plus effectivement la famille. Et il a fait une famille. On a dit tantôt effectivement que les Sana étaient des grands exploiteurs, des grands archers. On rapporte effectivement que le mur faisait 7 ans dans les greniers en paysan. Et naturellement, après cette conquête, il ne restait plus rien. Donc, on a tout détruit. Et le système économique était détruit. Donc, c'était la famille. Et si on couple tout ça avec, si vous voulez, l'installation de l'ordre colonial, avec l'installation de culture forcée, coton, des cultures, des produits de cueillette, tout ça, n'est-ce pas, nous l'envoie effectivement, nous donne l'idée effectivement des implications de la conquête. Alors, un mot sur la partie de Alfred Divan. Elle survient entre les deux périodes charnières de l'histoire africaine, la période précoloniale, début de la conquête coloniale. Et naturellement, quand on fait l'histoire du paysan, l'esclavage n'existe pas en tant que, si vous voulez, en tant que sous sa forme institutionnelle, ça n'a pas existé en paysan. Mais, du fait de ses rapports avec les voisins, on peut comprendre effectivement que l'esclavage, le paysan a fait l'expérience effectivement de l'esclavage. Parce que le terme existe déjà dans la langue, et dans certains villages, même, il y a des quartiers influents à Burkina, par exemple, dans nos quartiers, et dans certains villages. Alors, donc, c'est pour dire que sans ce commerce-là, Pierre Frère n'aurait pas connu effectivement, ne serait pas trouvé plongé dans ce type de commerce qu'est l'esclavage. Donc c'est ce commerce qui a causé effectivement son enlèvement. Alors, mémoire, c'est mémoire effectivement, pour parler rapidement. Vous savez, en matière de mémoire, quand on parle d'esclavage, il y en a plusieurs. Il y en a autant qu'il y a d'esclaves. Mais pour ce qui nous donne à lire effectivement chez les mémoires de Pierre Frère, on voit effectivement, arraché à son village depuis 16 ans, là de 16 ans, 18 ans,
Et on peut dire plutôt qu'il s'agit de mémoire, vraiment de mémoire. Hein? Mais ces souvenirs sont sans doute incomplets, parce que quand on regarde malgré l'effort effectivement de reconstitution, on peut dire que les souvenirs qui sont rendus sont des souvenirs vraiment incomplets, malgré effectivement la volonté de modifier. Mais c'est à partir de ces souvenirs personnels et de ces emprunts qui nous livrent si vous voulez, son autobiographie, un tableau de maître paysan et de descendant du continent. Alors pour les étapes de sa capture, je crois que je vous réfère, n'est-ce pas, au livre de Zoé Kizerbo là-dessus. J'en ai énuméré 5 rapidement, comme mon temps est épuisé. De son village jusqu'à sa libération, il y a plusieurs mouvements, trois tentatives, n'est-ce pas, d'évasion. La quatrième était la mort. Finalement, il est retourné effectivement chez ses parents. Il est recueilli effectivement par un piroguier, rattrapé au cours, n'est-ce pas, de cette dernière tentative, mais il a dû user effectivement, n'est-ce pas, de stratégies pour s'évader, pour finalement se retrouver, n'est-ce pas, pendant un jour, une nuit, un jour, n'est-ce pas, hein, dans l'eau du fleuve, effectivement, pour pouvoir échapper, n'est-ce pas, à ceux qui le poursuivaient. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé effectivement chez les perdants. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre rapidement? C'est que les souvenirs livrés par Raphaël Diban sont restés encore encombrés par leur passé. Mais il nous est livré ici comme un événement qui s'est passé dans le déroulement de relations entre le pays sans et ses voisins. Il est difficile dans ces conditions de purger des mémoires. Sans doute, il s'agit d'un deuil des plus éprouvants. Ça, il faut le reconnaître. Comparaison n'est pas raison. Alexandre et Marguerite Misleri, lorsqu'on essaie de comparer, si vous voulez, en observant effectivement les fondements du troisième Reich, on parlait effectivement de deuil impossible. De deuil impossible. La seconde liberté d'habiter après le Liban a sans doute laissé effectivement la place au pardon, surtout à la rencontre avec le Christ. Je vous remercie. Alfred, 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 hey! La bagnina walema, la bagnina walema, la bagnina walema. Voilà, merci à l'abbé Kizito de me donner la parole. Alors, tout ce que le professeur Touré vient de dire, s'il me le permet, peut être considéré comme l'introduction générale à ce que moi je vais présenter. Voilà, puisque nous allons passer de l'esclavage à la liberté, Diban qui va retrouver la liberté. Et mon thème est intitulé comme suit: le séjour de Diban à Ségou et à Banankourou, entre Providence et liberté. Alors, le professeur vient de le signaler que durant sa vie d'esclave, Diban a tenté à plusieurs reprises, précisément 3 fois, de s'enfuir malgré la bastonnade, malgré la promesse. La vie d'esclave ne lui convenait pas. Et finalement, c'est la 4e tentative qui va permettre à Diban de retrouver la liberté. Liberté non seulement de l'esclavage, mais aussi liberté avec sa rencontre avec le christianisme, ce qui constitue la plus grande liberté que Diban va retrouver après ce temps d'esclavage. Alors, pour s'enfuir, pour cette 4e fois-là, comme les autres fois, il va prendre les provisions qui lui étaient nécessaires, il se met en route. Et il va passer par un village appelé Kabara. Il avait été esclave là-bas avant de rejoindre Bargamou. Et il passe dans ce village et pour rejoindre en fait le fleuve Niger. Malheureusement, il va être rattrapé malgré la longue distance parcourue. Il va rencontrer un piroguier à qui il va se confier et celui-ci accepte de l'accueillir, de le sauver, et c'est là qu'il va passer la nuit. Mais malheureusement, le frère de son patron qui s'appelle Bargamou va le rattraper plus tard le lendemain chez le piroguier.
Mais voilà, comme on profite souvent d'une course pour en faire plusieurs, alors le frère de Bardamo voulait passer, saluer dans une famille, et voilà, Diban va profiter de ce temps-là pour s'enfuir. Voilà. Vous m'entendez pas? Ok. Il va se diriger de nouveau vers le fleuve et c'est l'eau qui va être son lieu de refuge pendant toute une nuit et un jour. Et comme vous le voyez, il faut vraiment du courage, hein, au risque de perdre sa vie pour enfin être libre. Et c'est le lendemain, à son cri, qu'il va être aidé de nouveau par un autre piroguier. Et c'est ce piroguier-là qui va le conduire à un endroit où se trouvaient des blancs. Et à la vue des blancs, cela va évoquer des mauvais souvenirs en Diban. Et dans un premier temps, il va refuser de rester avec ces blancs-là. Parce que l'armée française, en son temps, avait brûlé tous les greniers de dattes où vivait Diban, parce que cette localité-là avait refusé de se soumettre. Et pour cette raison, donc, il va refuser. Mais une femme va arriver à le convaincre et il va rester auprès de ces blancs-là. Et c'est auprès de ces blancs, justement, que Diban va retrouver la liberté définitive. Disons que ces premiers sauveurs ont été d'abord les piroguiers, et ensuite viendront les pères blancs. Et c'est précisément le 11 mars 1899 que le père Garland Tessek va conduire Diban à la mission de Ségou. Et c'est là qu'une nouvelle vie va commencer pour lui. Et c'est là qu'il va porter le nom Alfred. Alors, l'esclave libéré fera à partir d'ici, bien sûr, l'expérience d'une liberté plus grande. Et cette liberté, il s'agit de la connaissance du Christ. Et c'est ainsi qu'il va obtenir une double liberté qui va transformer profondément toute sa vie. Alors, à Ségou, durant son séjour, il va se faire distinguer parmi les autres qui étaient à la mission. Alors, par son adresse surtout au travail, voilà, par son endurance et surtout son amour pour le travail. Et beaucoup de communicateurs ont signalé cette marque du Samo. Et son ardeur au travail lui a valu plusieurs appellations, voilà, de la part de ses compagnons. Alors, successivement à Ségou, il va exercer les fonctions de maçon et de cuisinier. Et d'ailleurs, à la fondation de chaque mission, de chaque poste, Diban va être associé. Et ce sont d'abord ces métiers-là que Diban va exercer avant de s'occuper des questions qui regardent la foi. Et très assidu au travail, il a appris très rapidement ces différents métiers-là. Alors, après 2 mois de séjour à Ségou, il va accompagner le père Fichet avec 6 autres compagnons, le père Fichet, pour rester à Sungobougou. C'est aussi Banangourou, c'est l'autre nom de Banangourou. Et c'est là, dans cette localité-là, que Alfred va poursuivre le reste de sa formation religieuse, qui le conduira bien sûr à la réception des sacrements et après à sa formation comme auxiliaire laïque dans le but d'accompagner les missionnaires dans la fondation et l'animation des nouvelles missions. Alors, comment cela s'est déroulé concrètement? Il y a eu le temps du catéchuménat. Alors, les pères initiaient toutes les personnes qu'ils récupéraient de l'esclavage à des travaux qui pourront leur servir plus tard dans la vie. Et en plus de cela, bon, ils s'étaient donné aussi comme mission de leur faire connaître le Christ par l'enseignement, bien sûr, du catéchisme. Et c'est ainsi que Alfred va suivre les cours du catéchisme depuis sa libération, d'abord à Ségou, c'est là que ça va commencer, et après à Banangourou. Et c'est précisément à Banangourou qu'il va recevoir le premier sacrement de l'initiation chrétienne. Alors, selon
les archives des Pères Blancs, là, son cheminement catéchuménal a duré 2 ans, de 1899 à 2001. Et bien sûr, à 1901, pardon. 1901, pardon. Alors, les moments du catéchisme là ont été pour lui l'occasion de mûrir davantage sa foi qui était encore naissante et surtout de comprendre certains événements importants comme l'apparition en songe de la femme qui l'appelait. Et il y a ici 2 catégories. Il y a d'une part ceux qui fuyaient pour trouver refuge auprès des pères à la mission et d'autre part ceux qui étaient attachés et achetés par les pères eux-mêmes pour leur éviter d'être esclaves. Et la congrégation pour l'évangélisation des peuples propagande a fait d'envoyer de l'argent pour cela aux pères blancs pour racheter les esclaves. Alors, donc, avant d'entreprendre la dernière fuite là, dont je parlais au début, Diban a eu un songe, une nuit, et une femme d'une certaine splendeur qui était en train de l'appeler et lui tendait la main. Bon, on peut interpréter cela comme le passage de la main salvatrice, de la main libératrice. Mais qui pouvait être cette femme aux éclats indescriptibles? Pour le moment, Diban ne connaissait pas encore le christianisme et ne pouvait pas alors comprendre de qui il s'agissait exactement. Mais il va découvrir l'identité de cette dame-là quand, à son arrivée à Ségou, quand il fut conduit dans la maison de prière, à la chapelle. Et pendant qu'il était en train de visiter le lieu sacré, eh bien, il va reconnaître cette femme-là. Et par la suite, il va découvrir qu'il s'agissait en fait de la Vierge Marie qu'on avait érigée en statue dans la chapelle. Et c'est là qu'on peut alors comprendre pourquoi plus tard, Diban est devenu un dévot particulier de la Vierge Marie parce qu'il priait le chapelet sans cesse. Alors, après le catéchuménat vient le temps du baptême. Voilà, qu'il va recevoir en 1901 par le père Victor Fichet. Et ça a été un passage qui comporte une nouvelle responsabilité pour Diban et aussi des engagements dans la nouvelle famille, l'Église. Alors, et là, dès le baptême et même pendant le catéchuménat, Diban va comprendre les exigences de cette nouvelle vie-là. Et c'est pourquoi il était rempli de zèle. Et d'ailleurs, son engagement a guidé le choix des missionnaires pour les accompagner dans l'expansion de leur œuvre. À son baptême, quand il avait commencé le catéchuménat, il portait le nom Alfred seulement. Mais au regard de sa foi, de son courage et de son ardeur au travail, le père qui le baptisait va lui ajouter aussi le nom Simon, en référence à Simon-Pierre. Nous avons ici affaire à un nom-programme qui va se réaliser pleinement dans la vie d'Alfred Diban. À Thomas, le sacrement du mariage. Alors, pendant sa formation comme élève catéchiste, le père Joseph va lui demander de réfléchir à son mariage. Et après quelques temps de réflexion et de prière, il va choisir Louise Koulibaly, elle était malienne, une fille qui était accueillie chez les religieuses. Et il va célébrer le mariage avec elle le 5 mai 1904. Et il a reçu pour l'organisation de la fête 10 francs. Et ça a été une grande fête organisée en ce temps. Alors, après la mort de Louise en 1913, il va épouser Thérèse qui est une native de Thomas. Alors, maintenant, Alfred Diban comme catéchiste et missionnaire de la foi. D'abord à l'école des catéchistes. Cette étape-là constitue le début de l'accomplissement du nom Simon. Parce qu'après la réception du baptême, les pères vont le choisir comme élève catéchiste. Et cette formation lui devrait servir à les assister. Et avant son arrivée déjà à l'école des catéchistes, Diban avait reçu une
petites instructions pour pouvoir lire et écrire. Et donc c'était déjà une prédisposition et la formation comme catéchiste était essentielle pour faciliter le contact des missionnaires avec la population indigène. Alors, sa vie de témoignage, d'abord en famille, ça a été caractérisé par une vie de prière. Sur chaque page de la vie de Di Alfred Diban, vous trouverez toujours la prière, parce qu'elle constituait l'un des éléments fondamentaux de sa vie, ce qui donnait sens à son être. Et toutes ses activités étaient rythmées par la prière. Et après, vous avez aussi sa relation avec les autres, caractérisée par la charité fraternelle. Dans son rapport avec les malades, les pauvres, les chrétiens, les non-chrétiens, il ne faisait pas de différence entre les personnes. Il était disponible, une disponibilité totale envers tout le monde. La preuve, sa maison était ouverte et tout le monde pouvait y venir. Mais l'homme n'est pas seulement âme, esprit. Il y a aussi le corps. Donc il se préoccupait également du bien-être corporel de toutes ces personnes qu'il rencontrait, surtout les malades et les pauvres, pour leur donner réconfort et soulagement. Alors sa relation vis-à-vis des fétiches, comme on le sait, l'une des choses que l'on peut constater en général depuis le début de l'évangélisation jusqu'à nos jours-là, c'est le syncrétisme et le retour aux pratiques des ancêtres, à travers notamment les consultations, les sacrifices, le port des amulettes. C'est une pratique très courante parce que pour beaucoup, la foi catholique n'exclut pas de recours à d'autres protections. L'un aide l'autre, selon les explications de beaucoup. Et c'est l'expression, bien sûr, d'une certaine peur et d'une foi mal assumée. Et pour ce qui concerne précisément notre patriarche, il est resté libre vis-à-vis de ce genre de pratiques-là. Et d'ailleurs, il va défier ses forces à travers sa foi inébranlable en son Seigneur. Pour lui, c'est Dieu qui est le plus fort, c'est Dieu qui est son seul protecteur. La dévotion mariale, elle était fondamentale également dans la vie de Di Alfred Diban. Il récitait chaque jour son chapelet. Et Marie était la mère à qui il pouvait tout confier. Et il cherchait dans ses paroles, dans ses actes, à imiter les vertus de la Vierge Marie. Et enfin, le dernier point, c'est la réalisation de quelques figures bibliques dans la personne de Di Alfred Diban. La première figure, c'est celle d'Abraham, qui est reconnu dans la tradition chrétienne comme le père de tous les croyants. Et nous voyons que sa foi et son histoire se sont actualisées dans la vie de Di Alfred Diban, également comme Monseigneur Touré l'a souligné à plusieurs reprises dans son homélie lors de ses obsèques à Thomas en 1980. Et dans l'histoire religieuse du Burkina, on peut considérer Di Alfred Diban comme le père dans la foi. Et enfin, la figure de Pierre, je vous renvoie au jour de son baptême, le changement de son nom et les implications. Et tout cela s'est réalisé pleinement puisque le Père lui a dit clairement: tu es une pierre sur laquelle on peut compter, on peut construire une église solide. Pour terminer, on peut dire qu'Alfred est une figure qui s'impose dans la fondation de l'église du Burkina Faso. Mais il faut noter que l'importance de sa figure ne réside pas d'abord dans le fait qu'il soit le premier chrétien ou le premier catéchiste, mais surtout dans sa part active en tant que premier chrétien et catéchiste dans cette œuvre missionnaire. Tel Abraham, tête de fil en qui toutes les nations furent bénies, ainsi en Di Alfred Diban sera actualisée cette bénédiction pour son pays natal à travers son ministère de catéchisme. Je vous remercie. La